Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la momie mystère. En 2008, l'agence de presse de la République islamique, l'IRNA, l'agence de presse officielle de l'Iran, a publié des images d'une sorte de momie. Sauf qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une momie ordinaire. Cette momie pourrait changer l'histoire, en tout cas, si l'on y croit. Des ouvriers travaillant sur une route ont découvert par hasard un cimetière datant de l'âge du fer. Le département du patrimoine culturel de Salandage a fouillé environ une vingtaine de tombes, ce qui est d'ailleurs une découverte assez ordinaire dans la région. Mais ils seraient tombés sur quelque chose de si étrange qu'il est difficile de croire au rapport. Ils auraient accidentellement découvert un tombeau, mais ce n'était pas un tombeau ordinaire. À l'intérieur se trouvait le corps parfaitement préservé d'un roi Anunnaki selon les dires de certains. Il en existe d'ailleurs des images et même des clips vidéo qui sont très difficiles à trouver, mais nous les avons. Bon, pour être tout à fait franc, les images semblent montrer ce qui ressemble à des décors d'un film à très bas budget. La momie ressemble à un homme extrêmement bien conservé, on dirait même un mannequin ou une poupée, et le tout ressemble à un bon vieux canular. Pourtant, il a été couvert par plusieurs articles qui ont juste repris les informations de l'IRNA. Dans les images, on peut le voir portant une couronne d'argent ornée de bijoux et allongé à côté d'une boîte incrustée de pierres précieuses. Il a été retrouvé dans un cimetière datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, même si certains rapports parlent d'un cimetière datant d'il y a 12 000 ans. Mais ce qui s'est passé ensuite reste un véritable mystère. Il existe très peu d'informations sur cette découverte. Et même le rapport initial sur lequel tout est basé a disparu, ce qui est assez logique vu que la plupart des experts ont tout de suite décrédibilisé la découverte. Mais comme toujours, certains y ont cru et ont même vu une découverte majeure, certains pensant même que les secrets cachés dans ces tombes anciennes, avec ce roi mythique ancien, nous diront enfin qui nous sommes. Mais il existe en vérité deux versions très différentes sur qui étaient les Anunnaki pour les anciens Mésopotamiens. Le consensus veut que les Anunnaki étaient des dieux vénérés dans l'ancienne Sumer. Les Anunnaki constituaient le panthéon sumérien des dieux, comme les dieux grecs ou romains. Une partie de leur mythologie est qu'ils seraient descendus des cieux pour vivre sur Terre. La version la plus sci-fi est qu'ils étaient des envahisseurs extraterrestres qui ont voyagé sur Terre depuis la planète Nibiru, et la vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux. Pour les Sumériens, ils vénéraient les Anunnaki qu'ils croyaient être des êtres célestes qui contrôlaient le destin de leur civilisation, mais qu'il ne soit pas clair quand les dieux Anunnaki ont été vénérés pour la toute première fois. Mais c'était très probablement autour de 4500 avant notre ère. Les Sumériens, les Babyloniens et même les Akkadiens croyaient que ces dieux leur avaient donné la connaissance pour inventer l'agriculture, la science et pour développer leur civilisation. Ils pensaient que les Anunnaki étaient des descendants d'un être suprême appelé An, qui était si puissant qu'il pouvait contrôler même les destins des autres dieux. Mais comme on en a parlé dans une vidéo précédente, ce n'est que très récemment que les gens ont commencé à parler de la planète Nibiru, à qualifier les Anunnaki d'extraterrestres et à soutenir l'idée que les humains ont été génétiquement modifiés par les Anunnaki pour être leurs esclaves et extraire de l'or pour eux. Mais cette découverte mystérieuse du roi ancien est venue donc se greffer sur ses croyances et tout ce qui entoure les Anunnaki. Mais cette découverte a-t-elle vraiment eu lieu? Vu comment ça se présente, ça pue le fake et le canular. La bibliothèque nazie de l'occulte. Nous savons tous que les nazis étaient obsédés par bien plus que le pouvoir. Mais si je vous disais qu'ils étaient obsédés par une autre forme de pouvoir, des pouvoirs magiques? En 2016, le monde a été stupéfait par la découverte d'une collection de près de 13 000 livres sur la sorcellerie, le paganisme et la magie noire, minutieusement assemblés par nul autre que les SS. Cachés à la vue de tous, ces textes très sombres représentaient un chapitre glaçant de l'histoire. Cette découverte a attiré l'attention du monde entier. Une bibliothèque de connaissances ésotériques de cette envergure est très difficile à imaginer. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît souvent, surtout pas caché dans la bibliothèque nationale d'une grande nation européenne. Et voici ce que disait le rapport de 2016. La bibliothèque nationale de Prague avait été utilisée par Himmler pour stocker des textes suspects. Les soldats du Reich avaient assemblé chaque grimoire, livre de sorts, textes rituels, invocations, rouleaux, tout ce qui était même vaguement magique, et l'ont caché à Prague. Ensuite, le tout a été oublié dans le chaos qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a oublié que la bibliothèque était là. Les grimoires obscurs et les livres démoniaques ont été enterrés sous des milliers d'autres livres dans la bibliothèque. Les détails entourant la quête d'Himmler pour les textes magiques sont bien documentés. En 1935, avant même le début de la guerre, il a créé une unité spéciale connue sous le nom H-Sonderkommando.
Cette unité spéciale faisait partie du plan général des nazis pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur l'occulte. Les nazis étaient convaincus que s'ils pouvaient découvrir les secrets oubliés des anciens, ils auraient de meilleures chances pour gagner la guerre. Ils voulaient trouver des artefacts de pouvoir et découvrir la vérité sur la civilisation humaine. Les nazis étaient convaincus que la magie était la réponse. Les troupes SS ont pillé plus de 260 bibliothèques à travers toute l'Europe, accumulant une immense collection de livres rapidement surnommée la bibliothèque des sorcières. Près de 6000 des 13 000 livres auraient été confisqués à l'ordre des francs-maçons de Norvège à Oslo. Les francs-maçons avaient eux-mêmes rassemblé leur propre collection de grimoires occultes pendant plusieurs décennies. Et ce n'est que le début des bizarreries, et nous parlerons de bien pire dans la vidéo. Les pierres de l'impossible. Les monolithes humains les plus impressionnants sur Terre viennent d'être découverts en Russie. Des chercheurs ont trouvé des preuves de mégalithes anciens 2 ou 3 fois plus grands que les plus gros mégalithes connus dans le monde aujourd'hui. L'échelle de ces blocs dépasse tout bonnement l'entendement. Si vous faites une petite recherche sur internet, vous trouverez que les plus gros blocs de pierre taillés sur la planète se trouvent au Liban et il s'agit des mégalithes de Baalbek. J'ai déjà parlé de Baalbek sur la chaîne, et c'est un temple phénicien dédié au dieu Baal dans la ville du soleil, Héliopolis. Les archéologues pensent que la ville a commencé comme une colonie romaine il y a environ 2000 ans. D'autres ont suggéré que la maçonnerie remonte à beaucoup plus loin dans l'histoire, peut-être même à 12 000 ans. Mais seules quelques colonnes du temple original restent debout aujourd'hui. Et le plus lourd de tous les blocs de la région pèse 1650 tonnes. Le bloc n'a pas été entièrement détaché de la pierre mère, et il s'appelle la pierre de la femme enceinte ou pierre du sud ou encore Hajar el-Ibla en arabe. Le bloc mesure 19 mètres et demi de long, 6 mètres de large et 5 mètres et demi de hauteur. Il est également considéré comme le plus grand bloc de pierre jamais taillé par l'homme. Mais les pierres mégalithiques identifiées en Russie ont été estimées à près de 4000 tonnes, c'est-à-dire 2 fois plus lourd que la plus grande pierre jamais extraite. Je vous avais bien dit qu'elle dépassait l'entendement. L'endroit exact en Russie s'appelle Gornaya Choria, niché dans les montagnes de Sibérie, loin de la civilisation humaine. C'est un lieu où les boussoles dysfonctionneraient supposément. Et ceux qui sont partis à la recherche des mégalithes prétendent que leurs instruments les ont mystérieusement orientés à l'opposé du site, comme s'ils essayaient de les protéger. Une expédition dirigée par Georgi Sidorov était entreprise par une équipe de 19 chercheurs à la suite d'informations sur l'existence d'un grand nombre d'objets mégalithiques étranges sur Gornaya Choria. Les blocs de pierre ici ont des surfaces incroyablement plates. Ils présentent des angles droits parfaits et des coins aiguisés, en gros tous les signes révélateurs d'une taille façonnée par des outils humains. Et la première fois que les mégalithes de Gornaya Choria ont été photographiés, c'était en 2013 à peine. Et avec si peu de temps pour enquêter, il n'est pas surprenant que les archéologues soient encore perplexes. Ils n'ont aucune idée de l'origine, de l'objectif ou des méthodes de construction de Gornaya Choria si ces blocs ont été réellement façonnés par l'homme. Les pierres de 4000 tonnes ont été empilées à près de 36 mètres de hauteur par endroit, et il y a même des tours de pierre. Les images sont certes convaincantes et il est difficile de trouver une explication naturelle, mais la nature est également connue pour avoir produit des formations rocheuses très étonnantes dans le monde entier qui défient toute explication. Comme par exemple la chaussée des géants en Irlande qui se termine par la grotte de Fingal et dont on a très récemment parlé, ainsi que le Waffle Rock en Virginie occidentale. Il semble donc raisonnable d'attendre que des recherches géologiques soient entreprises dans la région pour déterminer la véritable nature de ces structures remarquables. Le mystère d'Amelia Earhart. Un mystère vieux de 87 ans vient peut-être d'être résolu. Un groupe d'explorateurs pense avoir trouvé l'avion perdu d'Amelia Earhart au fond de l'océan Pacifique. Et c'est peut-être une énorme nouvelle. Les gens essaient de comprendre ce qui est arrivé à Amelia Earhart depuis qu'elle a disparu en 1937. Tony Romeo, PDG de Deep Sea Vision, l'a surnommée la personne disparue préférée de l'Amérique. Tony est l'homme derrière ces découvertes. Lui et son équipe se sont servis de toute la technologie à leur disposition pour la retrouver. Ils n'ont pas trouvé l'avion lui-même, seulement une tache jaune vive sur un sonar qui ressemble étrangement à un avion. Pour retrouver Amelia, l'équipe a commencé par examiner son plan de vol, son altitude et les conditions de vol le jour de sa disparition. Ils ont examiné les 6 appels radio qu'elle avait passés pendant son vol. Ils ont recoupé tous ces indices et ont commencé à scanner l'océan. Amelia Earhart était l'une des plus grandes héroïnes américaines du XXe siècle. Amelia était une pilote fantastique. Avant sa disparition, elle battait des records partout où elle allait.
Une de ses plus grandes réalisations a été de devenir la première femme à traverser l'Atlantique en solo en 1932. Et en 1937, elle entreprit un voyage dont la plupart d'entre nous ne pouvaient que rêver. Elle a tout bonnement entamé un tour du monde en avion. Mais tout ne se passa pas comme prévu pour Amelia. Pendant son vol de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'île Howland, dans le Pacifique central, elle disparut avec Fred Noonan, son navigateur. Amelia Earhart, son navigateur Fred Noonan et l'avion Lockheed Electra dans lequel il volait ont disparu depuis près de 100 ans. Et au cours de ces dernières décennies, les théories du complot se sont multipliées pour tenter d'expliquer sa disparition. L'une des théories les plus extravagantes que vous avez peut-être entendues est qu'Amelia a été mangée par des crabes. Certains, voire même beaucoup, ont suggéré qu'Amelia s'est écrasée sur une île déserte et a subi de terribles blessures. L'île aurait été envahie par des crabes de cocotier qui auraient soit mangé Amelia vivante, soit pillé ses restes et traîné ses os dans la mer. Quoi qu'il en soit, quelle terrible fin pour quelqu'un. Mais d'autres pensent qu'elle aurait peut-être été capturée par des forces militaires japonaises et exécutée. Certains vont même jusqu'à croire qu'elle aurait simulé sa propre disparition pour commencer une toute nouvelle vie sous une nouvelle identité. Mais il semble désormais que le pire scénario pourrait être vrai. Amelia se serait écrasée dans l'océan et serait morte après avoir manqué de carburant. L'équipe de Deep Sea Vision a passé 3 mois à ratisser les fonds marins à l'aide des appareils submersibles les plus avancés qu'ils pouvaient trouver. Et après de nombreux efforts, l'appareil a capturé l'image floue d'une forme d'avion sur son sonar situé à plus de 4572 mètres sous la surface de l'océan. C'est bien évidemment hors de portée des plongeurs et c'est peut-être même beaucoup trop profond pour que l'avion ne soit jamais récupéré. À titre de comparaison, l'épave du Titanic se trouve à une profondeur de 3810 mètres. Tony Romeo a déclaré que la forme d'avion flou est similaire en taille et en forme au Lockheed Electra qu'Amelia pilotait. Tony a même souligné les stabilisateurs verticaux à l'arrière qu'il prétend avoir vus sur l'image sonar. Mais tout le monde n'est pas vraiment convaincu. L'experte en aviation Dorothy Cochrane a déclaré que le mystère n'est pas encore résolu. Dorothy a affirmé que le destin d'Amelia ne sera confirmé que lorsque quelqu'un identifiera l'objet avec une certitude de 100%. Et non avec des suppositions et des images de sonar. La bibliothèque nazie de l'occulte, partie 2. Revenons en Asie et à la découverte de leur bibliothèque des sorcières. On sait que Heinrich Himmler était un adepte de l'hypothèse du culte des sorcières, qui fut imaginée par Margaret Murray. Selon cette hypothèse, les sorcières persécutées en Europe pendant les chasses aux sorcières étaient en réalité des adeptes d'une ancienne religion païenne pré-chrétienne. L'anthropologue britannique suggérait que cette religion était un culte organisé avec ses propres rituels et croyances qui auraient survécu clandestinement à travers les siècles. Murray a également avancé que l'Inquisition et les procès de sorcellerie étaient des tentatives de l'Église catholique pour éradiquer cette religion païenne. Cependant, cette théorie a été largement critiquée et rejetée par la plupart des historiens et des anthropologues contemporains qui la considèrent comme une interprétation erronée des preuves historiques. En gros, cette théorie voudrait que l'Église voulait éliminer tous ceux qui connaissaient et pratiquaient toujours les anciennes traditions, bannir la magie et empêcher la soi-disant race aryenne de dominer à nouveau le monde. Le chercheur et auteur George Lack a déclaré que le culte auquel Himmler croyait adorait le dieu cornu oublié des Celtes et des Gréco-romains nommé Faunus. Il s'agissait d'une bête ressemblant à une chèvre qui aurait en partie inspiré la figure du diable. Tous les chercheurs ne sont pas du même avis concernant Heinrich Himmler et les nazis. De nombreux experts estiment que toutes ces histoires de mysticisme et de magie sont des balivernes. Heather Green a déclaré que la plupart des historiens modernes ont démystifié les théories de l'obsession nazie pour le surnaturel. Heather a précisé que c'est à cause d'Indiana Jones et des livres de Dan Brown que le Troisième Reich est devenu ancré dans des rumeurs de sorcellerie et d'occultisme. Mais quoi que l'on croie, il est indéniable que les nazis ont pillé les biens culturels à travers l'Europe. Regardez cette image, elle montre un soldat américain en 1945 debout au milieu d'une montagne de textes anciens volés par les nazis. La photo a été prise au Schloss-Kirche Eilingen et c'est une preuve réelle que les nazis rassemblaient des documents et des manuscrits pour leur propre usage. Mais la motivation derrière cette quête de textes anciens est un peu plus difficile à prouver. Certains historiens pensent que les nazis acquéraient tous ces écrits non pas parce qu'ils y croyaient, mais parce qu'ils pensaient que les livres pourraient être dangereux. Ils interdisaient tout ce qui remettait en question les croyances nazies, y compris les textes francs-maçons. Mais la collection de livres découverte à Prague est bien réelle. Cependant, il a été impossible de confirmer pourquoi les nazis les avaient stockés.
Les livres ont été découverts par des chercheurs chargés de comprendre d'où provenaient les quelques 13 000 volumes et de créer un catalogue numérique pour le public. Et si vous voulez voir quel type de livres ésotériques ont été volés par les nazis, n'oubliez pas de consulter le projet Books Discovered Once Again. La sphère inexplicable. Des décennies après sa découverte, les scientifiques tentent toujours de comprendre les subtilités d'une sphère très étrange. C'est un objet qui défie l'explication et la logique à chaque tournant, stupéfiant les experts et effrayant tout le monde. Il s'agit du mystère de la sphère de Betz, découverte en 1974. Terry Matthews Betz était étudiant en médecine en 1974 lorsqu'un incendie ravagea la forêt près de sa maison, à Jacksonville. Une fois l'incendie sous contrôle, Terry alla enquêter sur les dégâts et c'est alors qu'il trouva un orbe très inhabituel gisant dans les débris brûlés. Il n'était pas très grand, une sphère parfaite, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Sur sa surface se trouvait un triangle, mais il n'y avait aucune autre marque distinctive. Terry ramena l'orbe chez lui pour le montrer à sa famille, qui le trouva normal. Le morceau de métal sphérique venait manifestement d'un satellite ou d'un équipement militaire. En gros, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter à premier abord. Puis, des événements très étranges commencèrent à se produire, et soudain, il y avait de quoi s'inquiéter. La sphère métallique réagissait apparemment à certaines notes de musique. Le chien de la famille Betz se comportait étrangement autour d'elle. Et lorsqu'il plaçait la sphère au sol, elle se déplaçait toute seule, comme si elle était contrôlée à distance, selon leur dire. La famille trouva cela suffisamment étrange pour contacter le Jacksonville Journal, qui envoya le photographe Lou Egner pour enquêter. Et effectivement, ce qu'avançait la famille aurait été bel et bien vrai. L'orbe se déplaçait tout seul. Il semblait aussi émettre un son inhabituel venant de l'intérieur, comme si quelque chose à l'intérieur grattait les parois ou comme une minuscule boîte à musique. Ensuite, la NASA elle-même s'en est mêlée. Et la NASA ne s'intéresse généralement pas à des événements anodins. Ensuite, la marine des États-Unis s'impliqua aussi. Quelqu'un de très haut placé voulait savoir ce qu'était cette sphère. Et selon l'histoire, la famille Betz envoya la sphère à la marine, qui reconnut immédiatement qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ils essayèrent de la radiographier, mais leurs tentatives échouèrent et ne pouvaient même pas déterminer de quoi était fait l'orbe. Ils ont soumis l'artefact à une série de tests, et ces tests révélèrent que l'orbe était incroyablement puissant. Apparemment, l'orbe pouvait résister à une pression allant jusqu'à 8 400 000 newtons par mètre carré. Ils ont également réussi à analyser sa composition après un certain temps. L'orbe était faite d'acier inoxydable, plus précisément d'un alliage d'acier inoxydable numéro 431. Et les détails ici sont très importants, car l'acier inoxydable 431 est un type d'acier usinable avec un ajout de nickel pour améliorer la robustesse. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve typiquement dans la nature. L'alliage améliore spécifiquement la résistance à la corrosion, ce qui en fait un excellent matériau pour la construction de navires de haute mer ou d'aéronefs. Pour certains, c'était la preuve que l'objet était tombé d'un véhicule lambda, mais pour d'autres, c'était la preuve que la sphère de Betz était faite d'un matériau similaire à celui qu'on utiliserait pour construire un vaisseau spatial. Ensuite, le Dr James Albert Harder de l'Université de Californie à Berkeley étudia l'orbe et fit des révélations encore plus étonnantes. Le Dr Harder affirma que l'intérieur de l'orbe contenait deux sphères plus petites, faites d'éléments plus lourds que tout ce qui est connu des scientifiques humains. L'élément le plus lourd jamais produit dans un réacteur atomique a un numéro atomique de 105. Et l'élément le plus lourd qui existe naturellement sur cette planète est l'uranium avec un numéro atomique de seulement 92. Mais selon le Dr Harder, le matériau contenu dans la sphère de Betz avait un numéro atomique supérieur à 140. Le Dr Harder suggéra que si quelqu'un perçait la sphère, elle pourrait exploser avec la force d'une bombe atomique. Personne ne sait ce qu'il est advenu de l'orbe, ni où elle se trouve aujourd'hui. Et en 2012, Skeptoid, un podcast et un site internet qui reprend les mythes les plus populaires et révèle la véritable science derrière et tente de les expliquer, publia un rapport affirmant que la sphère de Betz était une balle provenant d'un clapet anti-retour, tout simplement. Et la sphère serait tombée d'un camion à Jacksonville. C'est assez décevant, mais c'est très logique, surtout quand on voit le rapport. Et ces découvertes énigmatiques faites en montagne sont inexplicables. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.